Je vais évoquer aujourd'hui le multiculturalisme et l'interculturalité dans la culture indo-océanique des aires coloniales françaises. Je vous rappelle que les aires coloniales françaises dans l'océan Indien, ce sont les Mascareignes évidemment, Rodrigue, Maurice, l'île de la Réunion, les îles Seychelles, les îles Chagos, bien sûr les comptoirs français de l'Inde, les 5 comptoirs, c'est-à-dire Pondichéry, Chandernagore, Yanao, Karikal et Mahé. Alors à l'époque moderne, les contacts, des chocs parfois violents, puis les échanges culturels éventuels entre Européens et peuples d'outre-mer, même leurs contrats de commerce ou d'acquisition territoriale ne font pas partie d'un quelconque programme international visant une meilleure compréhension ou à une simple reconnaissance de l'autre et de sa culture. Tout au plus, a-t-on peut-être dès cette époque en Europe une certaine idée de ce qui attend le candidat à l'aventure exotique. La nudité des indigènes à certains endroits, la légèreté apparente de leurs mœurs sexuelles, leur mode de vie archaïque, des coutumes très différentes de celles des Européens, des croyances pour la plupart inconnues. Je dis bien peut-être. Lorsque Pirard de Laval, un des premiers Français à rester dans l'Inde suffisamment longtemps pour pouvoir l'étudier, il est resté 10 ans dans l'océan Indien, donc un des tout premiers Français au début du XVIIe siècle, fait naufrage aux îles Maldives en 1601. Imagine-t-il qu'il sera amené à survivre pendant 5 ans comme un primitif maldivien? Lorsque le Vacher Lacaze, un des tout premiers aussi à s'installer au Fort Dauphin, arrive donc à Madagascar en 1656, est-il déjà prêt à affronter un autochtone à la Sagaie, à épouser la fille d'un roi malgache, à partager les coutumes de son peuple et à devenir lui-même un prince malgache influent? Cependant, les Portugais et les Espagnols sillonnent bien déjà les mers du monde depuis plus d'1 siècle et beaucoup d'expéditions se sont faites avant eux par voie terrestre entre l'Europe et l'Asie. On sait donc que l'ailleurs est peuplé d'une humanité autre avec laquelle on devra composer, dont il faudra apprendre les langues et les rites sociaux. Dès la fin du XVIIe siècle et plus encore au XVIIIe, les Européens connaissent quand même beaucoup mieux les peuples qu'ils rencontrent dans la mer des Indes et avec elles, ils n'ont pas toujours des comportements dignes de la grande civilisation dont ils se jugent porteurs. Dans le meilleur des cas, une sorte de bricolage culturel va se mettre en place, leur permettant de dépasser les différences, source d'obstacles à la communication, voire de les exploiter pour créer un nouvel espace culturel d'interaction avec un nouveau code culturel. Il ne s'agit plus d'un pont entre les cultures, mais bien d'un mélange de différents rapports culturels. C'est là une des plus exactes descriptions psychologiques et sociologiques que j'ai pu trouver de l'interculturalité transposable à des situations passées. Jacques Dumorgon, qui fait cette définition, se méfie de l'utilisation actuelle abusive du mot interculturalité. L'interculturel, écrit-il, volontaire, prolifère comme une gentille étiquette, artistique, scientifique, éthique, médiatique. Et en même temps, les sociétés sont soumises aux défis de l'économie informationnelle mondiale. C'est là un tout autre interculturel qui n'est pas nommé comme tel. Pourtant, il s'est manifesté tout au long de l'histoire entre arrangement et violence extrême. Alors, inévitablement, une influence réciproque s'exerce entre les hommes en présence, un échange de modes de vie qui réduit les différences et crée de nouveaux codes culturels permettant de mieux se comprendre et de finir par s'accepter. Là se trouve sans doute la véritable interculturalité. Et les données du problème restent aujourd'hui inchangées.
Comme prévient le titre du livre du linguiste mauricien Issa Asghar Ali, c'est l'interculturel ou la guerre. Le pacifisme à Maurice, écrit-il, n'est pas une idée intellectuelle ni un luxe de philosophe. Il est une absolue nécessité. Lorsqu'en 1999, à la suite du décès en prison du chanteur créole Kaya, les deux principales communautés de Maurice, indo-mauriciens et créoles, étaient sur le point de s'affronter, chacun a pu mesurer la fragilité du multiculturalisme. Voilà ce qu'il dit. Il est donc de nos jours comme il en était hier. Le fait que cette mise en garde concernant la fragilité du multiculturalisme vienne de l'île Maurice n'est pas étonnant. Par son peuplement, cette nation en a l'expérience irremplaçable. Mais son île sœur de la Réunion ne l'a pas moins. Les émeutes qu'elle a vécues en 1991 dans les quartiers populaires de Saint-Denis, du Chaudron et des Camélias, provoquant une dizaine de morts, étaient liées, j'en suis persuadé, à la même fragilité multiculturelle. Les groupes en opposition différaient des clivages créoles-indiens de l'île Maurice. Mais les critères ethniques des révoltés de la Réunion, suite à la saisie d'une chaîne de télévision, Freedom, on le sait, ne peuvent pas être éludés. Les populations des zones urbaines concernées se résumaient à deux types, des cafres et métis et des petits blancs. À quoi ceux-ci s'en prenaient-ils? À tout ce qui pouvait représenter la négation de leur identité et de leurs valeurs ancestrales. Le service d'ordre de la préfecture départementale, des CRS métropolitains, les grands magasins de la société de consommation appartenant à d'autres communautés, arabes, chinois, gros blancs, qu'il y ait eu manipulation de certains leaders des manifestants par un groupe politique local, c'est fort possible. Qu'une chaîne de radio privée ait servi de relais pour orienter les casseurs, leur indiquant même d'où arrivaient les forces de l'ordre afin qu'ils aient le temps de s'enfuir, c'est évident. Mais la provocation des décideurs préfectoraux, baptisant leurs véhicules anti-émeute du nom des chefs marrons mythiques du XVIIIe siècle, Anchin et Simandef, n'a fait qu'en rajouter au sentiment d'humiliation et à l'envie d'en découdre des émeutiers à coups de galets et de pillage des grandes surfaces. Ces désordres sociaux contemporains, qu'on appellera plus tard les événements du Chaudron, me semblent assurément plus proches de rapports de force interculturels que de manifestations à caractère purement socio-économique ou politique, comme les insurrections de 1848 en France, de 1871 ou de mai 68 en métropole. Par contre, toute proportion gardée, ils sont du même esprit que la chouannerie bretonne, c'est-à-dire régionaliste. On ne peut donc pas les comparer aux violences actuelles des banlieues métropolitaines qui, si elles concernent souvent, mais pas systématiquement, des populations issues de l'immigration maghrébine ou antillaise et reflètent le mal vécu de l'assimilation à la française, ne posent pas le problème du vivre ensemble de la même façon. Pour la France continentale, les références culturelles nationales sont codifiées et le pouvoir ne saurait admettre, surtout dans la capitale parisienne, que ce code ne soit pas respecté par les immigrants ou leurs descendants. Sur une île située à 10 000 km de la mère patrie, ancienne colonie marquée par le métissage interethnique dès le début de son peuplement, puis par des systèmes d'exclusion, esclavagisme, engagisme, colonialisme, durant plus de 2 siècles, les autorités doivent tenir compte des spécificités de chaque communauté originelle. Il en va de la paix sociale, qui, on l'a vu plus avant, reste fragile dans une société multiculturelle jeune. 300 ans d'histoire, c'est très court pour la naissance d'un peuple, où le droit à l'égalité n'est arrivé que tardivement. Mais d'abord, il se fabrique au quotidien le vivre ensemble. Rien ne peut remplacer la proximité, la complicité et l'intimité des relations humaines dans l'élaboration du désir profond et partagé de vivre ensemble. Même sous le régime de l'esclavage, ces conditions ont existé, surtout à l'île Bourbon,
où la distinction entre blancs esclavagistes et noirs esclaves n'était pas toujours très nette. Hubert Gerbaud le démontre dans sa thèse de doctorat de 3e cycle en 2005. Il souligne l'ambiguïté des notions de couleur. Il y a, écrit-il, des noirs blancs et des blancs qui sont noirs, ceci attesté par le témoignage de voyageurs comme Boris de Saint-Vincent et d'autres, mais confirmé aussi par des archives notariales qui, elles, sont des témoignages beaucoup plus sérieux. Le terme blanc au début du XIXe siècle est généralement réservé aux propriétaires, celui de noir aux esclaves. Donc qu'on soit noir ou blanc, si on est propriétaire, on est blanc, si on est esclave, on est noir. Alors si la distinction entre les uns et les autres n'est plus aussi marquée par la couleur de peau, c'est bien qu'un nouveau code social s'est instauré à la place de la ségrégation raciale stricte, preuve d'une certaine complicité de fait. Celle-ci ne peut être liée qu'à des unions charnelles, évidemment illégales. Mais elles sont bien réelles, puisqu'il est né des enfants métis pendant cette période-là. Certains rapports sexuels se sont faits de force, c'est certain, des propriétaires s'accordant un droit de cuissage sur leur nénène, sur leur domestique donc. Mais d'autres ont aussi eu lieu par amour réciproque. Ils ont contribué à perpétuer le métissage et ont donc renforcé l'interculturalité née au tout début du peuplement de l'île. Un petit monde créole s'est formé dans l'océan Indien à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, d'abord à l'île Bourbon, durant une période où l'île n'était encore qu'un point de ravitaillement sur la route des Indes et n'attirait pas des Européens trop ambitieux, avides de fortune rapide, enorgueillis de titres et ayant l'esprit de domination. C'est bien le sentiment de supériorité par la blancheur de la peau qui fait décréter l'interdiction des unions interraciales. Autoriser légalement la traite, appliquer le code noir et maintenir ce système odieux, même après que la Première République française ait institué la liberté, l'égalité et la fraternité des citoyens. De telles mesures peuvent-elles provoquer quelques échanges culturels réciproques propres à faire naître la moindre interculturalité? Je pose la question. Évidemment, on répondrait non. Le dominé tentera peut-être d'imiter le dominant s'il est influençable et si celui-là en donne les moyens, mais jamais le dominant ne s'enrichira de la culture de cet autre qu'il ne considère même pas comme un être humain. Pour qu'il y ait échange, il faut d'abord qu'il y ait respect mutuel. Ensuite, que chaque partie soit suffisamment humble pour se dire qu'il y a quelque chose à gagner de la culture de l'autre. C'est parce qu'aucune culture ne renferme la totalité de l'existence humaine que la rencontre avec une autre culture permet de mieux se connaître, d'enrichir son imagination, d'élargir son horizon intellectuel, écrit Issa Asghar Ali, et il insiste donc sur ce qui est à la base même de l'interculturalité, l'imaginaire qu'une autre culture fait naître chez l'étranger qui la découvre et s'en nourrit. On peut vivre en vase clos, dans un environnement social qui n'est pas le sien. On peut regarder la culture étrangère comme un folklore exotique et conserver strictement toutes ses habitudes propres. Cela ne donne jamais une interculturalité. Pour acquérir de nouvelles façons de penser, spécifiques d'un pays et de ses habitants, il faut les comprendre, il faut avoir de l'empathie. Et pour les comprendre, il faut commencer par les aimer. Or, il paraît difficile d'aimer vraiment avec un état d'esprit de domination. Ou alors, on aime l'autre comme on aime son chien. Ou pire, comme on aime le chocolat. Ce n'est pas parce qu'on aime son chien qu'on a compris le fonctionnement de l'espèce canine. Et ce n'est pas en appréciant le cacao qu'on découvre la moindre parcelle de culture africaine. Celui qui a inventé la publicité française pour le chocolat en poudre Banania, en y associant l'image d'un noir replet au sourire d'enfant et lui faisant dire « Yabon Banania », est responsable de l'image faussée que beaucoup de Français se sont fait des Africains durant le XXe siècle jusque dans les années 60. Ils sont peu nombreux, avant cette époque,
Ceux qui portent un tout autre regard sur l'Afrique et ses cultures cherchent à partager vraiment ses modes de vie et dénoncent les affres du colonialisme européen, le travail forcé et la déculturation des Noirs. Parmi ceux-ci, le révérend père Francis Aupier, missionnaire au Dahomey de 1903 à 1926, puis véritable apôtre de l'Afrique en Europe occidentale jusqu'à sa mort en 1945. L'interculturalité en tant que programme politique visant à l'intercompréhension des hommes et des peuples est donc de création très récente, les années 1980. Je ne dis cela qu'avec la réserve qui s'impose vu l'ethnocentrisme occidental en matière de création de concepts moraux. Il apparaît étonnant que des formes de réflexion comme le bouddhisme, le confucianisme ou l'hindouisme n'auraient pas déjà pensé à la question et imaginé quelques philosophies favorisant l'entente entre les peuples qu'elles concernent, c'est-à-dire une interculturalité. Celle dont je fais état succède cependant à des siècles d'ignorance dans le domaine et à quantité de drames humains à cause de l'intolérance des peuples dominateurs. Je parle non seulement des grands conquérants maritimes, conquistadors européens, ayant marqué l'histoire par la destruction des civilisations amérindiennes, par exemple, mais aussi de toutes les tentatives antérieures d'impérialisme hégémonique, les Romains, puis les Germains en Europe occidentale au début de l'ère chrétienne, les Ottomans au Proche-Orient et au Maghreb, puis jusque dans la péninsule ibérique au 7e et au 8e siècle, les croisés francs vers la Terre Sainte du 11e au 13e siècle, les Mongols en Chine et en Asie centrale au 13e et 14e siècle, les Moghols en Inde du 14e siècle au 18e siècle, etc. Et malgré cela, des échanges culturels entre les civilisations ont eu lieu, notamment à l'époque moderne, qui débute avec les premières expéditions des Européens pour atteindre les Indes par la mer. L'interculturalité est de tout temps et de tous les hommes, le commerce ou la guerre, nous fait remarquer Mario Seria. On imagine bien que le simple contact entre deux ou plusieurs peuples, surtout à cette époque, ne suffit pas pour qu'il n'y ait naissance d'une interculturalité. Celle-ci nécessite la durée et l'implication personnelle, d'un côté comme de l'autre, d'hommes très différents sur le plan physique et culturel. L'interculturalité, en effet, suppose l'existence d'une relation entre les personnes qui appartiennent aux différents groupes culturels. C'est un concept plus ample que le simple fait pluriculturel. Toutefois, parler de relations interculturelles est une redondance. L'interculturalité implique par définition interaction, écrit le professeur Miguel Rodrigo Alsina. Mais le contact interculturel se fait à différents niveaux selon la conscience que les individus en présence en ont. Le sociologue allemand Hans-Jürgen Lusbranck déclare « La communication interculturelle définit des relations entre différentes cultures et ces relations reposent sur plusieurs processus. Des processus d'interaction culturelle, des processus de perception de l'autre et des processus de transfert et de réception entre cultures. » Alors je sais, c'est un petit peu ardu à comprendre, mais réfléchissez-y. Le deuxième de ces processus, c'est-à-dire celui de perception de l'autre, me semble le plus important, car il conditionne les deux autres. Entre des hommes de mentalité totalement divergente, il ne peut en effet y avoir d'interaction culturelle significative et d'une façon durable permettant des transferts et des réceptions entre cultures si la perception mutuelle reste définitivement négative. C'est-à-dire que l'avis qu'on a de l'autre est mauvais. C'est particulièrement vrai à l'époque moderne où les véritables contacts entre l'Occident et le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient viennent à peine de commencer. Bien sûr, des Européens individuellement ou par petits groupes sont déjà allés à la découverte de l'Asie, peut-être même jusqu'en Chine, au Japon et en Indonésie. Marco Polo y serait resté 24 ans. Mais je parle ici des véritables rencontres entre civilisations européennes, africaines et asiatiques par l'intermédiaire de très nombreux immigrants européens
contournant l'Afrique par bateau. Portugais en premier, au XVIe siècle, puis hollandais, anglais et enfin français au XVIIe. Les Danois viennent aussi dans l'océan Indien, mais n'y restent pas. Par contre, les 4 autres nations s'y installent à demeure dans des comptoirs qu'elles finissent toutes par transformer en colonies. Au final, seule la France crée une interculturalité pérenne dans ces comptoirs de l'océan Indien. On la retrouve aujourd'hui, cette interculturalité, dans les petites îles créoles des Mascareignes et des Seychelles.